Il est 15h03. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présents aussi nombreux pour ce webinaire sur les assurances, l'assurance et la gestion des sinistres et des litiges en méthanisation. Je suis Raphaël Boukobza, donc je suis le juriste du Club Biogaz. Et on va d'ores et déjà démarrer notre webinaire. Avant de passer à la présentation de nos intervenants, mais également à la présentation de l'ordre du jour, je vais très rapidement vous présenter le Club Biogaz. Le Club Biogaz, on est une entité de l'AT2E, l'Association technique énergie et environnement. On a été fondé en 1999 pour favoriser l'émergence et le développement de la filière méthanisation en France, la filière biogaz. J'insiste sur le mot biogaz puisque on s'occupe à la fois du développement de la filière cogénération et de la filière biométhane injecté. Et nos adhérents représentent à peu près toute la chaîne de valeur de la filière méthanisation française. Donc je vous l'ai mis, on édite un annuaire, annuel des acteurs du biogaz en France. Et donc vous voyez la typologie de nos adhérents à l'écran. Donc on a une majorité de bureaux d'études et de conception. On a également des développeurs de projets, beaucoup de constructeurs. On a également des fournisseurs d'énergie, fournisseurs de gaz, quelques exploitants qui ne représentent pas la majorité de nos adhérents. Et puis on a effectivement d'autres associations, des instituts de recherche, des universités, des centres de recherche, des cabinets d'avocats, etc., qui cotisent également chez nous. Et voilà. Sans plus attendre l'ordre du jour, alors, on va de manière préliminaire parler rapidement de notre label, puisque le Club Biogaz est également titulaire un label que vous connaissez certainement à peu près tous, le label Calimeta. Le label Calimeta qui a été à l'origine une demande de la filière de l'assurance et des banques, et que nous sommes ravis au Club Biogaz de voir aussi nombreux aujourd'hui parmi nous, puisqu'on a eu accès effectivement à la typologie des gens qui sont aujourd'hui présents autour de la table. Et on est ravis de voir que eh bien, vous êtes nombreux, qu'il y a une diversité énorme d'acteurs autour de la table, dont les précurseurs du label Calimeta, et donc Calimeta qui fera l'objet de 5 minutes de présentation de la part de Maryvonne Guidon qui est avec nous aujourd'hui. Maryvonne est responsable de la gouvernance de notre label et vous parlera un peu du rôle du label, de ses objectifs et de son développement en 5 minutes, puisque ensuite on passera au gros du sujet qui sont les points juridiques et techniques de vigilance en cas de sinistre sur une installation de méthanisation. Et ensuite on passera à un cas pratique, un REX de la part qui nous sera donné par un assureur. Et puis on a prévu ensuite, alors, je sais pas qui c'est qui change les slides, on a prévu ensuite 30 minutes de discussion et de questions. 30 minutes de discussion et des questions. Donc ne vous inquiétez pas si les questions ne reçoivent pas de réponse juste après la présentation de l'intervenant, puisqu'on a prévu vraiment un espace dédié pour une trentaine de minutes à la fin du webinaire. Je vous rappelle que vous pouvez effectivement poser vos questions dans le chat et soit mes collègues à côté de moi pourront y répondre, soit effectivement nos sachants d'aujourd'hui y répondront avec plaisir à la fin du webinaire. Aujourd'hui, nos intervenants, on a le plaisir de recevoir Maître Benoît Granger, qui est avocat et legal director chez Perrault Avocat, qui viendra nous parler des points de vigilance juridiques et techniques en cas de sinistre et de litige en méthanisation. Et on a également avec nous Florian Malos, qui est chargé de clientèle ENR et construction chez Alexis Avocat, qui viendra nous présenter son REX, de ce qu'il voit dans le cadre de sa fonction en termes de sinistre et de litige en méthanisation. Je tiens à préciser que l'idée venait, je donne le crédit à Maître Benoît Granger qui nous a proposé de faire un tel webinaire qui est, je pense, bienvenu,
au vu du nombre de personnes que l'on est aujourd'hui. Et puis, vous avez également de la documentation, j'imagine que certains d'entre vous le savent déjà, mais de la documentation qui existe quand même sur tout ce qui est partie amont, c'est-à-dire avant qu'un litige ou qu'un sinistre ait lieu. Vous avez des documents qui sont déjà à votre disposition, dont le guide sur les bonnes pratiques contractuelles pour réussir votre projet de méthanisation, qui a été édité et rédigé par le Club Biogaz en partenariat avec Alexia Assurance, en l'occurrence, Florian Malos. Alors, je ne sais pas si Florian a participé à la rédaction de ce guide, mais en tout cas, voilà, on a un guide très complet sur la partie amont. Et aujourd'hui, on va parler de la partie aval, donc une fois qu'un sinistre ou un litige a lieu. Je peux d'ores et déjà. Alors, Maryvonne, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux activer ton micro? Est-ce que c'est bon, Maryvonne? Alors là, vous devez m'entendre. Oui, on t'entend parfaitement. Eh bien, Voilà. je te laisse la main pour 5 minutes pour présenter donc, le label Calimeta. C'est à toi. D'accord. Merci beaucoup. Donc, Maryvonne Guidon, moi, je suis ingénieure en procédé. J'ai passé une partie de ma vie à faire de l'ingénierie, une autre à faire de l'environnement et de la sécurité et de l'audit. Et c'est à ce titre qu'on m'a confié cette mission de gouvernance du label Calimeta. Donc, pour rappel de ce qu'a dit Raphaël Boukobza, la démarche démarre avec un groupe qualité en 2016, initié par les parties prenantes, donc les financeurs, les assurances, les porteurs de projets, un certain nombre d'autorités aussi, pour définir ce qui devrait être le cahier des charges d'une construction de méthanisation. Donc, si tu veux, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, le point de départ, c'était un sujet récurrent. Donc, à l'époque, on parle de 50% de litiges dans les contrats de construction. Aujourd'hui, on serait à peu près à 5%. Donc, il y a quand même une amélioration de la filière. Alors, je crois qu'il y avait une diapo avant parce qu'il faudrait parler des acteurs. Ah, il n'y a rien entre les deux? Donc, c'est pas grave. Ça, c'est les critères, mais je voulais pas passer trop de temps dessus. On a une diapo avec des M&M's de couleur. Voilà. Donc là, on voit et les acteurs et les chiffres. Voilà. Donc, le label Calimeta couvre un certain nombre d'activités aujourd'hui. Donc, ils sont l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc la partie le plus conseil, la maîtrise d'œuvre, que ce soit en procédé ou en génie civil, ou les deux. Après, les constructeurs de la partie méthanisation et les constructeurs de la partie valorisation biogaz, qui comprend la cogénération et l'injection. Et après, il y a le contractant général qui cumule tous les rôles de constructeur et MOE, sauf bien sûr l'AMO qui est incompatible. Voilà, donc ça, c'est les entreprises ou les organismes qui peuvent prétendre au label Calimeta. Donc, si on revient rapidement à la slide sur les critères, je vais vous parler de quelques-uns des critères. Donc, le but principal de ces critères, en fait, c'est de faire la prévention des risques, quels qu'ils soient, dans un projet de construction de méthaniseur. Donc, on va avoir tous les aspects très techniques et très maîtrise de risques, mais on aura aussi la façon dont se bâtit le projet au départ au niveau financier, au niveau des assurances et au niveau de la réglementation applicable, et le tout basé sur un système qualité, sur de l'écoute client et de l'amélioration continue. Donc, aujourd'hui, on est en train de basculer de ce qu'on appelait Calimeta 1 à Calimeta 2. Donc, si on revient
au M&M's en couleur avec des chiffres. Aujourd'hui, on a 49 labellisés Calimeta 1 ou 2 et 40 qui sont en cours d'audit. Donc, avec le label Calimeta 1, on est arrivé à peu près à 75 labellisés. Et aujourd'hui, ça devrait progresser puisque bon, il y en a quelques-uns qui ont disparu ou abandonné le label faute d'activité, mais il y a des nouvelles entreprises qui arrivent. Voilà. Donc, vous avez les chiffres qui sont la répartition par métier des entreprises déjà labellisées. Ces entreprises labellisées, vous pouvez les trouver en téléchargement sur le site Calimeta. Voilà. Donc, on va passer à la diapo suivante. Donc, je voulais donc conclure en disant que l'ensemble des thématiques sont vraiment là dans la prévention du risque et même pour mettre les garanties sur une bonne gestion du risque quand il est avéré. Et donc, on va voir la suite, c'est-à-dire le transfert du risque et le coût du risque avec les présentateurs suivants. Merci Maryvonne. Il y avait malheureusement effectivement que ces slides-là, je suis désolé. Est-ce que, en tout cas, tu es dans les temps? Donc, tu as fait 5 minutes tout pile. Merci beaucoup. On va passer tout de suite au point juridique de vigilance, point juridique et technique de vigilance avec Benoît Granger, maître Benoît Granger. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà prendre la main? Benoît, je vous laisse la prendre la main. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, je me présente Benoît Granger, je suis avocat au barreau de Paris depuis 2012 et j'ai toujours exercé dans le domaine du contentieux assurantiel et depuis une dizaine d'années essentiellement en construction et risque industriel. Et par le hasard des dossiers, ça fait maintenant entre 6 et 7 ans que alors je ne suis pas tombé dans la cuve comme Obélix, mais le hasard m'a amené à connaître des dossiers de méthanisation et j'ai toujours trouvé ça passionnant. Et en effet, j'ai découvert une filière très intégrée et solidaire, mais qui est fascinante d'un point de vue juridique et pratique. Alors, ce qu'on voit, comme l'a dit Raphaël Boukomza, c'est que pour ce qui est du volet amont, il y a le guide du Club Biogaz, il y a d'autres ouvrages. Tout ce qui est pour le volet amont, montage de projet, c'est en effet très, très bien documenté. Par contre, ce que j'ai pu voir dans la pratique, c'est que bien que la plupart des acteurs, là vraiment, je parle de l'ensemble, c'est-à-dire les porteurs de projets, exploitants, BET, constructeurs et les assureurs des uns et des autres, ont toujours une volonté de résoudre les litiges amiablement et évidemment rapidement. Dans la réalité, malgré cette bonne volonté collective, il arrive quand même à intervalles réguliers qu'on ait des dossiers de sinistres qui s'enlisent. Et parfois pour des bonnes raisons, enfin des raisons justifiées, et d'autres fois pour des problèmes qui pourraient être évités. Donc le but aujourd'hui, c'est d'essayer de donner un petit peu les grandes lignes des points de vigilance qu'on a dans la gestion des sinistres. Alors je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel parce que concrètement, on pourra en parler pendant 2h30, mais on va tenir le timing et aborder donc en effet différents sujets aujourd'hui. On va évoquer rapidement la typologie des sinistres. Ça, en effet, c'est acquis. Et la typologie des désordres. Donc, dans la typologie des désordres, on a en effet des phénomènes assez variés qu'on pourrait regrouper dans ces catégories. Alors, les désordres avant réception, qui heureusement sont une minorité, mais sont assez graves. C'est vrai qu'on ne s'éternisera pas trop sur ce sujet qui relève de police TRC généralement souscrite. En tout cas, on peut que le conseiller, et c'est dans le guide du Club Biogaz de souscrire une police TRC. Et on a ensuite, pour ce qui est des désordres après réception, là, on a une plus grande typologie. À savoir, en effet, les bris de machine, un mélangeur qui s'effondre ou ne fonctionne plus, des problèmes de process avec des dysfonctionnements récurrents ou autres, les
désordres qui relèvent en effet du gros œuvre, qui peuvent être plus problématiques. Et enfin, on a de manière plus récurrente en effet les défauts de performance. Bien. Pour ce qui est en effet, heureusement, des sinistres qui sont beaucoup moins fréquents, débordements, atteintes à l'environnement, je ne vous cache pas pareil, on ne va pas trop l'évoquer, puisqu'évidemment, ces sinistres-là sont exceptionnels et généralement, ils sont traités extrêmement rapidement. Mais c'était pour donner un ensemble. Je vous avoue que j'ai questionné un souscripteur d'assurance qui a eu une expérience en matière de méthanisation. Il m'a dit que lui, au bout de 10 ans, il n'avait pas de dossier type, de typologie en fait des sinistres en méthanisation. Il y a un petit peu de tout. Voilà. Donc, il n'y a pas de type de sinistre qui l'emporte sur les autres. Bien. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, par rapport à la typologie des désordres, vient le premier écueil, c'est que se passe-t-il et que faire en cas de sinistre. Alors quand je dis ça, là encore, je m'adresse à l'ensemble des intervenants et pas uniquement aux maîtres d'ouvrage / exploitants, mais aussi à l'ensemble des intervenants constructeurs ou autres, puisque c'est souvent au début du dossier qu'on peut avoir des problèmes. Et de manière concrète, ce que je constate, c'est qu'il peut y avoir certains retards dans certaines démarches qui peuvent faire perdre de précieuses semaines ou de précieux mois. Là, on a par exemple, en effet, du point de vue de l'exploitant et des intervenants, souvent une tendance à en effet favoriser des discussions amiables qui sont un peu la norme dans le secteur avec les différents intervenants, mais à ne pas forcément déclarer le sinistre. Soit en se disant que ça va se régler en effet amiablement sur le coin de la table. Parfois, ça peut être pour d'autres raisons, parce qu'il y a certains acteurs de la filière pour qui, c'est souvent le cas en construction, hein, de manière générale, déclarer un sinistre, ça impacte la sinistralité, on peut avoir peur de la surprime qui va venir plus tard. Et il n'en reste pas moins que la meilleure des choses reste, pour la plupart des intervenants, de déclarer le sinistre. Et dans l'enclenchement de ce processus, qui peut rester parfaitement amiable, là, il faut très clairement que les différents intervenants, mais surtout l'exploitant, soient accompagnés. Et là, quand je parle d'accompagnement, c'est là, je pense qu'il y a un rôle proactif à donner aux courtiers, quand il y en a eu un, pour le montage du projet, et c'est généralement le cas, puisque nous avons quand même en France un certain nombre de courtiers spécialisés avec une vraie expérience de la gestion des sinistres et non pas juste de la souscription des contrats, et qui peuvent bien aiguiller les différents intervenants. Il en va de même pour, du point de vue essentiellement de l'exploitant, mais pas uniquement, de l'assureur RC d'exploitant. Car quand bien même celui-là pourrait dire mes garanties ne sont pas mobilisables ou pas totalement mobilisables, bon, il y aura toujours, généralement dans les polices d'assurance souscrites par l'exploitant, une garantie protection juridique qui peut l'aider à assurer sa défense. Et là, il pourra être aidé par un technicien et éventuellement, ultérieurement, par un avocat. Mais là, j'insiste vraiment sur le fait que le maître d'ouvrage doit être accompagné. Et sans snobisme, le problème, c'est qu'ils ont parfois tendance à vouloir soit gérer tout seul, soit aller voir un avocat de proximité. Or, dans ce sujet qui, d'un point de vue technique et d'un point de vue juridique, a quand même des points très particuliers, ce n'est pas forcément une bonne idée. Et la bonne nouvelle, par contre, c'est que des courtiers spécialisés, des experts conseils ou des avocats spécialisés en construction ou en assurance, il y en a partout en France. Voilà. Donc, il n'y a pas, comme je disais, il n'y a pas de snobisme, ce n'est pas du parisianisme. Dans toutes les métropoles françaises, vous avez pléthore d'avocats spécialisés en la matière. Mais c'est le premier réflexe où, là, en effet, je pense qu'il faut vraiment un accompagnement de la part des exploitants. Ça vaut, en effet, plus pour ce conseil pour les petites unités, entre guillemets, qui ont été construites entre 2010 et 2015 en cogénération. Généralement, c'était un petit groupement d'exploitants agricoles. Et évidemment, pour les projets plus récents, de nature beaucoup plus industrielle, où on a des regroupements investisseurs et exploitants sous forme de SAS ou autre, on voit bien que c'est une démarche naturelle pour eux de se faire accompagner.
et d'être plus structuré. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Donc, n'hésitez pas, ne craignez pas la déclaration de sinistre à solliciter les garanties et l'aide de votre assureur et de votre courtier. Là-dedans, tout en restant dans la phase amiable, en effet, le plus simple reste de, si possible, convoquer les parties pour pouvoir discuter, faire des constats contradictoires, ça on va le voir dans un second temps, et si possible, d'établir, si ce n'est un PV, un compte-rendu de réunion. Pourquoi? Parce que quand bien même tout le monde ne le signe pas, ce PV, pour la suite, ce sera un élément de preuve qui peut être important en cas de désaccord. Les écrits restent et, voilà, et les paroles volent, comme on dit. Donc là-dessus, c'est une première démarche importante. Si à l'issue de cette phase, il n'y a pas d'accord spontané de transaction qui est fait, là, on va passer à une autre phase qu'on va étudier dans un point. Alors, au risque de me répéter avec des points qu'on va voir ultérieurement, j'attire l'attention de tous sur le fait que c'est une excellente chose quand on arrive à l'issue d'une phase amiable à transiger. Seulement, il y a certains écueils que nous verrons à la toute fin et qu'il conviendra de rappeler. Et je déconseille de participer à une transaction sans en avoir informé son assureur, par exemple. Mais on va voir ça par ailleurs. Maintenant, un autre point qu'on va aborder, en effet, c'est la question, en l'absence d'accord amiable. Dans ce cas-là, le premier réflexe à avoir, qui est absolument impératif, c'est d'avoir un constat contradictoire des désordres envers toutes les parties concernées. Alors, pourquoi? Parce que sinon, vous pourrez saisir n'importe quel tribunal si vous avez juste vos quelques photos que vous avez prises de votre côté, et ainsi de suite. Ça ne pourra jamais prospérer. Voilà. Donc, pour avoir un PV contradictoire de constat des désordres, il y a plusieurs méthodes. Alors, il y en a une qui a le mérite d'être assez rapide. C'est en effet de saisir un huissier et de lui demander de convoquer telle ou telle partie, l'entreprise de process, l'entreprise de gros œuvres, le contractant général, ainsi de suite, de les convoquer, de leur dire on va se rencontrer mardi 18 à 10 h et procéder au constat des dommages. C'est déjà un bon élément de preuve indispensable pour ensuite saisir le juge, que ce soit en référé ou en fond. Ce point-là, il a sa limite, c'est-à-dire que l'huissier n'est pas un technicien, donc l'huissier se contentera de décrire les désordres qu'il voit. Voilà. Donc il ne va pas évidemment aller décrire des défauts de performance. Par contre, en effet, dire qu'il peut voir des fissures, il voit des vannes à l'arrêt, ça, il pourra voir. Ce sera purement factuel. L'autre méthode pour avoir ces constats contradictoires, et là, par contre, on bascule en effet en phase judiciaire, vous avez deux possibilités. Le référé constat, que vous pouvez demander auprès du tribunal en référé assez rapidement, et le référé expertise. Alors, le référé constat, c'est un petit peu, vous avez un expert judiciaire qui sera technicien, mais au final, il sera confiné à une mission proche de celle de l'huissier, c'est-à-dire qu'il pourra décrire les désordres, constater, mais il ne pourra en aucun cas donner des avis juridiques ou techniques, tirer des conclusions de ce qu'il voit. Voilà. Il ne pourra pas s'attarder sur les causes. Alors, l'avantage de cette solution, c'est peut-être parfois quand il y a une réelle urgence, parce que les travaux doivent impérativement être faits à telle date parce que il faudra vider la cuve pour de l'épandage. Ça peut avoir son avantage et on pourra basculer sur une expertise sur pièce par la suite, mais c'est un peu limité. L'autre option, à l'inverse, ce sera de procéder par un référé expertise, où là, vous aurez un expert qui sera désigné et qui pourra constater les désordres au contradictoire des parties et donner son avis sur la cause des désordres. Par rapport à la précédente option, vous avez la possibilité de faire, lors d'un référé expertise, de faire, par le biais de l'expert judiciaire, convoquer les parties en urgence, mais pour ça, ça présuppose en amont que vous ayez pu prendre attache avec un expert judiciaire qui soit compétent, qui accepte de prendre la mission et qui vous dit oui, je pourrais être présent le 18 mars prochain pour constater les désordres avant que vous procédiez aux travaux. Et donc ça demande un travail en amont qui est supplémentaire.
C'est plus sécurisant, mais ce n'est pas toujours possible. Alors, voilà sur cette phase de constat amiable. Et on passe à la slide suivante. Oui, Benoît, il faut que tu appuies plusieurs fois, parce qu'il y a une animation. Voilà. Alors, là-dessus, en effet, les sujets, on va dire, juridiques à évoquer, parce qu'on peut retrouver un peu de confusion sur la responsabilité des différents intervenants à l'opération. Alors là, pour ce qui concerne les constructeurs, donc, bon, si vous avez un contractant général, vous avez un seul interlocuteur qui vous avez un contrat de louage d'ouvrage. Sinon, si vous avez des lots séparés, vous avez différents intervenants. Faut garder en tête qu'on a différents régimes de responsabilité et qui répondent à évidemment à différentes règles. Alors, le cas le plus fréquent quand on a des sinistres sérieux, c'est évidemment la responsabilité civile décennale des constructeurs. Alors ça ne concerne pas les sous-traitants, mais uniquement les entreprises avec lesquelles vous êtes liés par un contrat de louage d'ouvrage. L'avantage de la responsabilité civile décennale, c'est que vous n'avez pas besoin de prouver une faute. Vous avez juste à prouver une imputabilité, donc juste un lien de causalité entre les travaux réalisés par l'entreprise ou la conception par le maître d'œuvre et les désordres. Ça ne concerne que deux cas de figure, c'est-à-dire soit l'impropriété à destination de l'ouvrage, soit son atteinte à la solidité, dans les deux cas, dans un délai d'épreuve de 10 ans à compter de la réception. De l'autre côté, pour ce qui ne concerne pas, ce qui ne relève pas de la décennale, vous avez la responsabilité contractuelle de droit commun, avant ou après réception, qui, elle, nécessite de prouver une faute contractuelle, qui est parfois un peu plus ardue. Enfin, vous avez, dans le cadre d'une unité de méthanisation, vous avez un certain nombre d'éléments d'équipement indissociables et qui sont destinés à fonctionner, qui, eux, répondent à une garantie légale, qui est la garantie de bon fonctionnement, et qui est d'une durée de 2 ans, à compter de la réception. Ça, ce sont les grandes lignes qu'il faut avoir en tête. Maintenant, on n'oublie pas, parce qu'il n'y a pas que les constructeurs, que vous avez également les éventuelles causes de responsabilité du maître d'ouvrage. Et malheureusement, on peut le voir également régulièrement, des maîtres d'ouvrage qui vont avoir une quote-part de responsabilité, soit l'issue d'une expertise amiable ou d'une expertise judiciaire. Alors, les deux grands cas de figure qui sont connus en jurisprudence, puisque ce sont des créations du juge, c'est en effet l'immixtion fautive, c'est-à-dire le fait que le maître d'ouvrage commence à dire aux entreprises ce qu'elles doivent faire et parfois de déroger à ce qui a été prévu. Alors, en effet, ça, il faut là-dedans relativiser, on ne le trouve pas forcément très souvent, mais en effet, vous avez le droit, d'un point de vue d'un maître d'ouvrage, de contrôler votre chantier, de poser des questions, mais par contre, diriger les entreprises quand vous avez un maître d'œuvre, un contracteur général, c'est rarement une bonne idée. Voilà. L'autre point qui semble très proche, mais qui est en fait différent, est celui qu'on appelle l'acceptation des risques, c'est-à-dire quand le maître d'ouvrage va prendre une démarche dans laquelle il aura consciemment conscience de prendre un risque et malheureusement, si des conséquences fâcheuses en découlent, il devra en assumer la responsabilité. Alors, généralement, c'est un point assez intéressant, cette question d'acceptation des risques, ça s'apprécie dans la personne du maître d'ouvrage. Alors évidemment, quand vous avez un exploitant agricole seul qui est en SARL, vous n'aurez jamais là un spécialiste de la construction de l'immobilier. Donc, pour caractériser sa compréhension du risque, ça risque d'être difficile. Cela étant, dans les projets récents où nous avons quand même un domaine plus industriel avec souvent des investisseurs à 49%, et des exploitants qui vont prendre 51% de la société, vous avez là quand même une professionnalisation et un côté industriel qui fait qu'il sera peut-être plus facile
caractériser une acceptation des risques. Récemment, on a eu une décision qui a été commentée de la Cour de cassation où un promoteur immobilier, qui est donc un professionnel de l'immobilier mais pas de la construction, a vu sa responsabilité engagée puisqu'il a dit commencer le projet sans études géotechniques. On sait que nous, dans notre domaine, il y aura toujours des études géotechniques avant de procéder à la construction, l'unité de méthanisation. Donc ça, c'est un point à garder en tête, même si ce sont des hypothèses moins fréquentes. Alors là, on entre dans les sujets qui fâchent. Et donc, quels sont les délais pour agir? Parce que là, en effet, c'est là où la matière est particulière. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il faut être accompagné par des gens spécialisés dans le domaine. Quels sont les délais pour agir? Alors déjà, pour l'ensemble des intervenants, quels qu'ils soient, avec le maître d'ouvrage et l'ensemble des constructeurs, c'est le délai pour agir contre votre assureur. Et là, vous avez, de manière générale, le délai de 2 ans, qui est un délai court. Alors, il y a eu de nombreuses discussions au Parlement, et ainsi de suite, pour dire que ce délai était peut-être trop bref ou autre. Et à vrai dire, le débat a été tranché par le Conseil constitutionnel qui a dit que ce délai de 2 ans n'était pas anticonstitutionnel. Et donc, on verra si un jour le législateur intervient, mais en attendant, c'est un délai de 2 ans pour agir contre son assureur. Et par ailleurs, si, sans même attendre ce délai de 2 ans, vous tardez significativement à déclarer le sinistre à votre assureur, vous encourez certaines sanctions. Voilà. D'où le fait de bien pondérer l'approche entre savoir discuter amiablement pendant un certain temps, mais aussi savoir déclarer à son assureur et prendre les devants pour éviter des déconvenues. Maintenant, un autre délai qui est assez important, alors c'est le délai pour agir évidemment contre les constructeurs, les intervenants et leurs assureurs. Alors là-dessus, il y a sur le papier un même délai, mais qui n'est pas tout à fait le même. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a principalement la responsabilité civile décennale. Et là, dans ce cas-là, c'est un délai de 10 ans à compter de la réception. Et c'est ce qu'on appelle un délai de forclusion. C'est-à-dire qu'il y a une seule chose qui peut interrompre un délai de forclusion, c'est l'action en justice. Et donc, il faut bien garder ce point-là. Donc, quand vous aurez à tout hasard un sinistre qui intervient sur une unité de méthanisation 8 ans et demi, 9 ans après la réception, sachez que votre temps pour des pourparlers amiables sera considérablement réduit. Et il faut le garder en tête. À l'inverse, si vous êtes sur de la responsabilité contractuelle, donc pour des dommages qui ne relèvent pas de la décennale, mais qui sont sérieux, vous avez à l'encontre du constructeur et de ses sous-traitants, du point de vue du maître d'ouvrage, vous avez également un délai de 10 ans à compter de la réception. Mais c'est un délai non pas de forclusion, mais de prescription. Et là, vous avez multiples causes d'interruption qui permettent généralement de proroger un petit peu plus facilement le délai de prescription et préserver ses recours. Ça, c'est quelque chose de notable et c'est là où, que ce soit avec votre courtier ou votre conseil, vous avez besoin d'être bien aiguillé pour préserver vos recours. Enfin, on a un dernier délai qui est évidemment très important pour l'ensemble des acteurs de la filière, c'est le délai de recours entre les constructeurs, entre eux. Là-dessus, on a longtemps été dans le flou. Et il y a peu de temps, on va dire, la Cour de cassation est venue enfin mettre un petit peu de lumière et nous mettre une règle claire. Et c'est simple, les constructeurs ont un délai pour faire des recours entre eux et les assureurs des uns et des autres de 5 ans à compter de la demande indemnitaire en justice. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est soit, il y a 2 cas de figure. Le plus fréquent, ce sera quand le constructeur reçoit l'assignation au fond du maître d'ouvrage qui lui demande une indemnisation. Et là, il a 5 ans à compter de ce moment-là pour exercer ses recours. L'autre cas qu'il faut bien garder en tête, parce que ça, c'est un petit piège de cette jurisprudence, c'est que la demande indemnitaire peut également être formulée au stade des référés, en même temps que la demande d'expertise. Et là, si en effet, en plus de la demande d'expertise, vous avez une demande d'indemnisation de la part du maître d'ouvrage, généralement, le délai de 5 ans commence à courir. Ça, il faut vraiment bien garder en tête. Par rapport à la question des recours,
Je vérifie. Non, on est dans le temps. Pardon. Pour la question des recours, il y a 2 points. Alors, c'est plus l'exercice des recours et pas tellement une question de délai. Il faut garder en tête une particularité, c'est que si vous êtes avec des co-contractants français, vous pouvez parfaitement prévoir une clause attributive de juridiction et si elle diffère entre elles, par exemple une clause attributive de juridiction qui va désigner Béziers pour le titulaire du lot gros œuvre ou Montpellier pour l'entreprise de process. Bon, s'agissant d'entreprises françaises, vous pourrez joindre vos affaires sans difficulté. Voilà, parce que vous pouvez faire des appels en garantie nonobstant les clauses attributives de juridiction. Par contre, et c'est un petit peu dommage à constater, par contre, vous pouvez vous retrouver en difficulté si vous avez en effet pris des co-contractants de l'espace économique européen, communautaire, parce que si vous avez des clauses attributives de juridiction, vous ne pourrez pas y déroger, même s'il y a une première instance et que vous souhaitez appeler en garantie l'autre constructeur. Donc concrètement, du point de vue d'un maître d'ouvrage, c'est transposable aussi au constructeur. Du point de vue du maître d'ouvrage, vous avez confié le génie civil à une entreprise française, vous avez une clause attributive de juridiction qui vous dit tribunal judiciaire de Paris. Eh bien, si le process a été confié à une société, disons, de droit autrichien ou allemand, avec une clause attributive de juridiction, eh bien, vous ne pourrez pas attraire à la procédure enclenchée à Paris l'entreprise de droit allemand ou autrichien, puisque là, ce sont les dispositions du règlement Bruxelles 1 bis qui s'appliquent et vous ne pouvez pas y déroger. Alors, le risque qu'il y a là-dedans, c'est d'avoir des décisions contradictoires, évidemment. Donc, ça, c'est quelque chose peut-être qui est également à voir en amont, mais qu'il faut garder en tête également quand on entame la phase contentieuse. Un dernier point, puisqu'on est sur la question des délais et des recours, évidemment, lorsque l'expertise judiciaire commence, on ne peut que conseiller d'être proactif. Il y a beaucoup de discordances, on va dire de disparités, pardon, dans la qualité des experts judiciaires qu'on rencontre en France. Et certains ont un rythme de sénateur, soit parce qu'ils sont très occupés, soit parce qu'ils sont lents. Et en effet, vous avez des grandes disparités. C'est là où il faut vraiment être proactif. Et là, c'est un conseil pour l'ensemble des intervenants, parce que sinon, votre dossier peut être traité pendant plus de 2-3 ans par l'expert judiciaire. J'en ai fini sur ce point-là. Et on arrive sur l'avant-dernier point, et qui est en effet sur les questions assurantielles. Voilà. Oui, Benoît, il faut cliquer davantage encore normalement. Oui, c'est bon. Alors, le point à garder en tête, en effet, là-dedans, c'est que quand on parle d'unité de méthanisation, on est sur ce qu'on appelle des ouvrages non soumis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce vocable un peu barbare? Ça veut dire qu'on est sur des ouvrages qui ne sont pas soumis à l'obligation légale d'assurance qui est la garantie de responsabilité civile décennale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est donc sur ce qu'on appelle, si on n'est pas sur de l'obligatoire, on est donc sur une garantie facultative. Et là, en effet, c'est un point qui doit être vérifié aussi bien en amont qu'en début de litige, c'est que vous avez une grosse disparité potentielle sur le contenu et le montant des garanties. Alors, les points les plus saillants, c'est que par exemple, pour votre garantie RCD, on va dire génie civil ou ouvrage non soumis dans la police d'assurance, et il peut arriver qu'on vous explique que seule l'atteinte à la solidité est garantie et non pas l'impropriété à destination, ce qui peut se révéler très problématique. De même, pour les dommages immatériels, vous pouvez avoir des plafonds qui vont être plus ou moins élevés et il faut les voir de suite, puisque vous avez des immatériels consécutifs, par exemple un dommage décennal, mais aussi ce qu'on appelle les dommages immatériels non consécutifs. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais c'est une question très importante. Et vous pouvez avoir notamment des clauses qui vont vous dire, écoutez, les pertes de production ne font pas partie
des dommages immatériels. Et ça, ce genre de choses, il vaut mieux le savoir en amont. Pour ce qui est des RC Pro et dommages intermédiaires, vous avez généralement des garanties qui sont en cas de faute prouvée de l'assuré. Alors la RC Pro, c'est quelque chose qu'on retrouve essentiellement pour les maîtres d'œuvre et les architectes. Et c'est une garantie un petit peu passe-partout qui est assez large et qui a son importance. Là-dessus, par exemple, je ne peux encourager en effet tous les acteurs à vérifier que le maître d'œuvre ou l'entreprise de process a une garantie RC Pro. L'autre aspect qui est vraiment fondamental pour que certains découvrent quand on a des sinistres en état, c'est la question du déclenchement des garanties. Et comme nous ne sommes pas sur comme on l'a dit, sur de la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire, on est dans 99% des cas en base réclamation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que l'assureur qui est concerné, c'est celui au moment de la déclaration de sinistre, la réclamation qui est adressée à l'assuré. Quels sont les impacts concrets de ça? Cela veut dire que quand votre ouvrage a été réceptionné il y a 5 ans, l'attestation d'assurance qu'on vous a remise à 5 ans, elle ne vaut pas grand-chose. Voilà, puisqu'il est probable que l'assureur ait changé depuis. Et il faut donc vérifier que l'assureur dont vous avez l'attestation est encore le bon. Voilà. Et ça peut poser en effet pas mal de difficultés, notamment quand l'entreprise avec qui vous avez contracté a disparu depuis. Donc là, vous avez un travail assez conséquent et c'est très problématique, puisque vous pouvez avoir un assureur initial qui ne va rien dire pendant toutes les discussions amiables ou judiciaires, et puis au dernier moment, vous dira, mais en fait, je ne suis plus assureur, ça a été résilié il y a longtemps. Voilà. L'autre conséquence, et qui est considérable également, c'est qu'en base réclamation, le Code des assurances a, l'article 124-5, instauré ce qu'on appelle une garantie subséquente. Cela veut dire la garantie subséquente, c'est celle qui survit pour un délai minimum de 5 ans, de fait 10 ans pour les constructeurs, après la résiliation du contrat, sauf si un nouveau contrat a été souscrit avec les mêmes garanties. Et ça, c'est une chance de survie en cas de déconvenue, mais ça également entraîne quelques pièges. Mais il faut bien garder en tête pour tous les intervenants que l'attestation d'assurance que vous avez au dossier ne vaut pas grand-chose le jour où le sinistre survient. Voilà. Et donc, en amont, il peut être intéressant, en effet, de solliciter de la part des constructeurs de tenir l'ensemble des équipes, si je puis dire, informées quant à la modification de leur contrat d'assurance et la souscription auprès d'un nouvel assureur. Benoît, encore, oui. je vais le mettre dernière slide. 2 minutes. Oui, c'est bon. Bon, le dernier point, en effet, c'est ce qu'on espère tous à l'ouverture du dossier après un sinistre, c'est de transiger. Alors, d'expérience, les difficultés qu'on va avoir par rapport à une transaction, c'est là où encore j'insiste sur le fait de vous faire accompagner par votre courtier ou par un conseil, c'est que la transaction, le but ultime, c'est de mettre un terme définitif au litige. Mais alors, pour mettre un terme définitif au litige, là, il faut le dire tout de suite, il y a 2 nécessités. Un, c'est de traiter tous les sujets. Et là, je vous dis qu'en effet, vous ne pouvez pas avoir des transactions qui vont porter uniquement sur les dommages matériels et vous dire, bah, écoutez, pour les immatériels, on verra plus tard. Généralement, ce sera un nid à complications pour la suite. Et donc, en effet, je peux uniquement vous inviter à traiter tous les sujets de manière très claire. L'autre piège, c'est qu'il peut y avoir, c'est de s'assurer que toutes les parties concernées participent au protocole. Parce que sinon, en fait, les parties qui n'ont pas été incluses au protocole vont, au final, assigner une des parties et, en fait, ça va de nouveau être la pagaille. Donc, vous pouvez, au besoin, si vous n'y arrivez pas à faire participer tout le monde, mettre des clauses de porte-fort ou de garantie pour dire un tel, si un tel m'attaque par la suite, vous me garantissez de tout recours. Un dernier point unique, mais qui est important. Quand vous avez une transaction, c'est de bien prévoir que cela vaut
novation du contrat de louage d'ouvrage. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une décision récente qui a été assez cruelle pour un maître d'ouvrage. Je t'ai passé un slide trop vite peut-être. Oui, en effet, c'était le dernier. J'avais mis les références de l'arrêt. Non. C'est en effet un maître d'ouvrage qui, juste avant l'expiration du délai décennal, a conclu une transaction avec l'entreprise concernée. Voilà, c'est le dernier point. Et il s'est dit, super, il s'engage, il va faire les travaux, et ainsi de suite. Et au final, l'entreprise n'a pas respecté son engagement. Et là, le maître d'ouvrage s'est dit, mais c'est bon, c'est pas grave, je vais avoir un nouveau délai. Ça fait quoi un nouveau délai? Et on lui dit, ben non, non. Parce que vous êtes dans un contrat de louage d'ouvrage et il y a un délai de forclusion de 10 ans et vous n'avez pas agi en justice. Et à partir de là, vous êtes forclos. La transaction que vous avez conclue n'a pas interrompu. Donc, gardez en effet ce point-là et en cas de doute, assigner en justice de manière préventive. Et j'en ai fini et je passe la main à Florian Malos. Merci Benoît, merci pour toutes ces explications. Pour rappel, on répondra aux questions à la fin du webinaire. Ne paniquez pas si on passe tout de suite à la formation, à la présentation de Florian. Hop, Florian, en principe, vous devriez avoir la main. Génial. Effectivement, ouais, c'est bon. Très bien. Bonjour à tous et merci Benoît. J'ai la pression après ta présentation. Et je vais essayer de faire vite pour pas. On a pris un peu de retard, mais c'est pas grave. Ok. En quelques mots, comment? Pour le retard, c'est pas grave. C'est pas grave. Super. Après la digestion, l'assurance, de toute façon, c'est toujours un peu compliqué. Donc, alors, en quelques mots, le cabinet, et pourquoi est-ce qu'on intervient aussi aujourd'hui à la demande de la T2E, c'est que depuis 1988, on traite des sujets d'énergie renouvelable. Ça commence avec le solaire et une diversification sur les différentes énergies que vous connaissez tous. À ce titre-là, on a acquis une certaine expérience et on a vu passer pas mal de cas, des sinistres, des choses qui fonctionnent aussi. Même quand ça fonctionne, il peut y avoir des litiges, il peut y avoir des sinistres qui sont bien traités, mais pour autant, le sinistre demeure. On est 20 personnes, tous basés à Lyon, et on accompagne aujourd'hui à peu près 15 000 projets ENR, une majorité de solaire, de l'éolien et de la méthane, ainsi que de l'hydro, un petit peu d'hydrogène, voilà, des choses un peu nouvelles, mais qui ont tendance à se démocratiser. Est-ce que ça fonctionne? Ouais. Okay. À ce titre-là, et du fait de l'expérience du cabinet, on est présent, en tout cas on essaye d'être présent dans différentes régions de France, même si toute l'équipe est basée à Lyon, pour avoir le plus de retours d'expérience possible. L'assurance, c'est des sinistres, c'est des garanties, c'est des audits, c'est des acteurs et des filières, avec des particularités dans chaque région de France, avec des synergies plus ou moins fortes et des associations plus ou moins développées, des antennes locales d'associations telles que la T2E, qui ont une envergure un peu plus nationale. Et toute cette présence nous permet d'avoir le plus de retours possible, remonter du terrain, des acteurs des différentes filières et de trouver des solutions face assurantielles. Parfois, il n'y en a pas, mais dans la mesure du possible, en tout cas, on fait en sorte que ça aboutisse. Okay. Pour vous parler... Pour vous parler maintenant un peu d'assurance après ces banalités, effectivement, et puis j'ai pris quelques notes sur ce qu'a pu dire Benoît. Et pour ceux qui ont assisté à la à la journée technique du RISPO, je suis désolé, il y aura quelques redondances. Ne m'en tenez pas rigueur. Effectivement, et Raphaël, le guide des bonnes pratiques, on en a fait partie. Il y a notamment un schéma que vous retrouvez un peu après dans ma présentation, qui rejoint un certain nombre de points abordés par Benoît sur l'assurabilité des acteurs. On a parlé de RC décennal, de tout risque chantier. Ces points-là seront synthétisés, et puis vous l'aurez dans la présentation qui vous sera normalement transmise. Hop. Donc le rôle du programme d'assurance, c'est d'accompagner les entrepreneurs, que ce soit les différents constructeurs, les assembliers qui ont plutôt les low process, et la maîtrise d'ouvrage, les financeurs également, qui sont des parties prenantes importantes. Le but d'un programme d'assurance, c'est de faciliter son financement. Encore une fois, s'il n'y a pas d'assurance, ça c'est sur vos fonds propres, le projet a peu de chances de sortir. Et donc, on tourne toujours autour du sujet financier qui est très présent dans les ENR.
on sécurise tout le monde. Pour vous parler un peu de l'état du marché, il y a les principaux acteurs. Benoît en a parlé. Il y a des agents d'assurance, MMA, Logan par exemple, qui ont des réseaux qui commercialisent en direct ou Groupama des contrats d'assurance que vous pourrez, que vous retrouvez. Ah, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Raphaël, je crois qu'il y a un petit. Ah oui, il y a l'air d'avoir un petit bug. Regarde. J'arrive pas. Ah voilà, le fond. Hop. C'est bon? Ouais, si tu peux juste revenir en arrière. Ouais. Hop, et attends, je vais juste. Hop, voilà, normalement ça devrait être bon. J'enregistre. Parfait. Ah non. Vous allez à du direct. Ok, ça a l'air bon. Donc dans les acteurs, effectivement, qui peuvent être les personnes avec qui vous avez déjà échangé ou que vous serez amené à échanger, les agents Groupama, GAN, MMA par exemple, qui sont des acteurs de la méthanisation, qui ont des produits d'assurance dédiés au projet de méthanisation, mais en revanche, ce ne sont pas forcément des personnes qui sont spécialisées dans ces sujets-là, qui pourraient vous accompagner, mais où l'accompagnement en cas de sinistre au moment de la souscription peut être un peu compliqué parce que c'est pas des sujets qui sont ordinaires. Et c'est pas parce qu'il y a un contrat un peu des produits d'assurance qu'il y a forcément une spécialisation en face. Il y a des courtiers comme nous, Alex Assurance, on a quelques confrères également qui sont experts et que vous devez sans doute connaître, voilà, qui accompagnent des porteurs de projets, des professionnels, des investisseurs pour sécuriser les projets, également des assureurs qui soient spécialisés ou non. Je vous ai cité le GAN, MMA, qui sont des grands noms. AXA en est un également. MSIG, qui est un assureur japonais, qui est très présent dans le monde de l'énergie, qui est un petit peu moins connu, mais qui a une approche très orientée vers la gestion des risques et l'ingénierie. On a un petit peu tout type d'acteurs. Les résultats sont pas bons. Ce qui explique un durcissement des conditions, des exigences, d'un rehaussement des niveaux des franchises auxquels vous auriez déjà pu être confronté, une analyse fine des dossiers, qui sont les assemblés, est-ce qu'il y a un contrat de maintenance, est-ce qu'il est renouvelé au-delà de la première année parce que ça satisfait à l'assureur, mais est-ce que passer la deuxième ou troisième année de ce qui a pu être négocié au moment du marché de travaux, est-ce que ça perdure, est-ce qu'il y a un suivi, est-ce qu'il y a une formation des exploitants, tout ça sont des choses voilà, qui sont de plus en plus exigées et une condition à l'assurabilité des projets. Des sinistres qui sont coûteux, je vous ai mis des exemples après, et des dommages matériels qui peuvent être de prime abord assez faibles, mais qui peuvent générer un arrêt de l'exploitation pendant très longtemps, avec des pertes d'exploitation qui sont indemnisées sur 12 ou 18 mois par exemple, et qui peuvent continuer et aller au-delà de l'indemnisation de l'assureur. Ça fait que le marché est assez fermé. Est-ce que ça fonctionne? Le changement, ok. Ça, c'est le schéma dont je vous ai parlé un petit peu en préambule, qui avait été travaillé avec au moment du guide des bonnes pratiques sur les projets de méta. Je vous ai repris, alors je suis désolé, ça ressort peut-être assez mal sur le support. L'idée, c'est qu'on a travaillé sur l'ensemble des intervenants, partant de la maîtrise d'ouvrage ici, les conseils, bah, effectivement, on peut retrouver un courtier, on peut retrouver un avocat comme Benoît, mais les fameux AMO, des bureaux d'études, des contractants généraux et les différents intervenants qui interviennent tant en phase chantier sur la partie process, qui peuvent être également qualifiés Calimeta. Ça, c'est un point qui est regardé, notamment lorsqu'on a sur des entreprises qui sont, enfin, pour le volet responsabilité civile, si effectivement elles ont passé les différents audits de Calimeta, c'est un bon point et l'assureur estime qu'il y a une bonne gestion des risques de l'entreprise, une maîtrise, une qualité, une recherche assimilée à l'ISO. Donc, c'est des éléments bienveillants qui ont du poids lors de l'étude des dossiers. Effectivement, je ne vais pas entrer dans le détail de tout ce qu'a pu représenter Benoît, mais on retrouve ici en fonction si on faisait une flèche, le début du projet jusqu'au-delà de la 10e et la fin de la garantie décennale. Et donc, effectivement, l'impact que ça peut avoir sur la déclaration de sinistre avec ce délai de forclusion, et d'où la nécessité parfois d'assigner pour faire stopper la durée. Mais donc, on va retrouver comment sont assurés les entrepreneurs, comment est-ce que vous, porteur de projet, pour sécuriser votre projet avec votre partenaire assurance, de vérifier que les différents intervenants avec lesquels vous allez contractualiser sont correctement assurés
qu'on va retrouver effectivement dans l'ARC professionnel, y compris pour nous en tant que courtier. On peut avoir manqué à notre devoir de conseil, on peut vous avoir proposé un assureur qui est inexistant, qui n'avait pas d'agrément par exemple. On a pu passer à côté de certaines choses et vous pourriez dire qu'on est en tort s'il y a un sujet avec l'indemnisation. Donc ça existe. Et également les différents intervenants sur lesquels il faut être vigilant sur la façon dont ils sont assurés. Tant si on est encore dans la partie conception du projet, voilà, si on a passé le démarrage du chantier. Et sachant, oui. De compléter, Florian, ça de mémoire, et je laisserai Maryvonne Guidon me compléter, mais effectivement, de s'assurer que les diverses parties prenantes sont assurées avec les bonnes assurances, ça fait partie du cahier des charges Calimeta et l'un des critères Calimeta. C'est primordial, notamment pour exercer les recours. Si on doit aller jusqu'à ce niveau-là, si l'entreprise n'est pas assurée, c'est sur ses fonds propres. On parlait d'ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance, c'est-à-dire que l'intervenant n'est pas obligé de s'assurer, il porte la responsabilité sur ses fonds propres. S'il n'a pas une trésorerie suffisante, ou s'il n'a qu'un sinistre en cours, il y a de fortes chances que vous n'auriez rien du tout. Et donc ça, c'est à sécuriser et à valider avant le démarrage du chantier. C'est très important et le courtier a un rôle de conseil. Certains AMO aussi ou maîtres d'œuvre travaillent sur ces sujets-là pour accompagner le maître d'ouvrage. En parallèle de tout ça, Benoît a parlé de la tout risque chantier pour les dommages qui surviennent avant réception. C'est un sujet aussi important. Je ne vais pas forcément entrer dans le détail parce que je vais vous parler d'un sinistre ensuite, mais c'est des contrats qui sont souscrits par le maître d'ouvrage qu'on retrouve ici, voilà, qui démarre à la préparation du chantier jusqu'à la réception. Et j'insiste sur le fait qu'avant, il y ait les essais, la phase de mise en service de l'unité pour des questions de responsabilité. Si vous réceptionnez quelque chose qui n'est pas encore fonctionnel et qui ne répond pas au cahier des charges, ça va être compliqué derrière de faire des recours contre les titulaires des low process. Voilà. On pourra y revenir ensuite si besoin. Hop. Je vous ai fait un petit rappel des principales garanties que doit souscrire l'exploitant. Ça rentre dans la gestion de ces risques et comment s'éviter la dérive dans un litige. Le premier, je le survole, ça a été très à la mode il y a 3-4 ans, l'assurance des recours. Les projets et la filière a été un petit peu gavé avec ce produit d'assurance qui était très compliqué à mettre en œuvre, très onéreux. C'était des prix minimales à 150 000 euros. Il faut aller jusqu'à 300 ou 400 000 euros. L'idée, pour être succinct, c'était s'il y a une décision d'un tribunal d'arrêter le chantier, entre les différentes étapes qu'il peut y avoir, vous aviez quand même la possibilité de continuer à construire. L'assureur vous indemnisait le coût d'annulation du projet et les capex qui étaient déjà utilisés, déjà dépensés. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des divergences entre l'intérêt de l'assureur de vous indemniser à la fin si le chantier continuait malgré les décisions qu'il pouvait y avoir des autorités. Et donc, avec des enjeux en phase financière assez importants. Donc, ça existe dans le monde immobilier. Ça vient de là d'ailleurs. Ça a été utilisé dans le monde éolien. Ça a été utilisé pour la méta, qui était sujette à énormément de recours, qui l'est toujours. Mais c'est un produit d'assurance qui a quasiment disparu. Mais qui a beaucoup fait parler de lui au moment où il est arrivé sur le marché, le moment où on est sorti aussi. La TRME, l'exploitation, c'est les petits noms barbares et assurantiels pour désigner l'assurance pendant le chantier qui est souscrit par le maître d'ouvrage. Puis l'exploitation, dès lors que l'unité fonctionne, elle est en service avec des dommages, une prise en charge des dommages matériels, un incendie, de la grêle. Ça a été le cas il y a quelques années. Il y a eu beaucoup d'événements naturels qui ont fait fortement évoluer la sinistralité à la hausse, notamment de la grêle sur des membranes qui a été fortement endommagées. Consécutivement à ces dommages matériels, vous allez avoir des pertes financières qui s'étalent sur 12 ou 18 mois en fonction. Et donc, en fonction si le sinistre dure et dépasse cette période, eh bien, la perte est purement et sèchement à la charge de l'exploitant. Une garantie de responsabilité civile, effectivement, si le maître d'ouvrage est mis en cause pour différentes raisons de propriétaire d'exploitation. Une défense pénale et recours qui permet de prendre en charge les honoraires des experts, des avocats dans certains cas. Ça remplace pas la protection juridique qui est juste en dessous et qui permet pour le coup une prise en charge bien plus large et qui ne nécessite pas forcément la survenance d'un sinistre. Je vais la passer rapidement, mais c'est quelque chose qui est assez important. Et la RCE, c'est l'acronyme de la responsabilité civile atteinte à l'environnement. Benoît, on n'a pas parlé, mais c'est un sujet qui peut vite survenir en cas de sinistre avec une atteinte à l'environnement, une pollution
Mais voilà, il n'y a pas forcément la notion de pollution. Typiquement, en cas d'incendie, il peut y avoir une détérioration des terres à proximité, et le maître d'ouvrage, l'exploitant, pourrait être contraint de remettre en état les terres qui ont été brûlées, calcinées, sur une certaine hauteur, par exemple sur 1 mètre 50, et sur des superficies en fonction de la nature du sinistre. Des sujets qui peuvent être pris en charge, et également un sinistre environnemental peut amener à des décisions administratives qui peuvent mettre en arrêt l'exploitation, et il y a aussi une prise en charge des pertes d'exploitation qui pourraient être prises en charge. Encore une fois, on pourrait y revenir. La sinistralité, parce que pour qu'il y ait des litiges, je sais que souvent à l'origine il y a un sinistre, on n'est pas satisfait de ce qui se passe. Mince. Okay. Je vous invite à consulter la base ARIA avec le BARPI. Il y a eu un gros focus avec le RISPO. On était dans le recours, mais voilà, vous avez juste à vous inscrire, il faut une adresse mail et un mot de passe. C'est quelque chose de très intéressant. Il y a énormément de sinistres qui sont remontés, qui sont retranscrits avec des données. Pour qu'il y ait une base de données, il faut que les personnes communiquent, les porteurs de projet communiquent auprès de l'organisation. Mais voilà, il y a plein de choses très intéressantes. Et ici, voilà, quelques chiffres qu'on avait travaillé avec MSIG et avec la T2E d'ailleurs il y a quelques années. Il y avait une présentation, une journée technique à Lyon en 2022, si je dis pas de bêtises. Voilà, et on avait participé avec MSIG. On constatait une forte évolution de la sinistralité depuis qu'il y a un mécanisme qui permet voilà, d'injecter du biogaz sur le réseau. Il y a une phase de développement de projet, un pic de mise en service qui redescendait, qui remontait, et ça s'est jamais arrêté. La sinistralité est fortement en hausse. Alors il y a de plus en plus d'installations en service, d'unités, et avec des dommages, comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite, qui sont assez variés. Beaucoup de défauts de matériel qui étaient il y a beaucoup de partenaires et de prestataires étrangers. Alors, c'est pas parce qu'ils sont étrangers, mais on n'avait pas forcément de retour d'expérience en France, ou c'était pas forcément adapté à la méta en France. Des erreurs d'intervention humaine, la gestion du risque, parce qu'il y a de la formation, parce qu'il y a de la maintenance, comment accompagner l'exploitant, perte de contrôle de procédés, ça peut être différentes natures, de la malveillance, je vous parlais de recours, parce que la méta à mauvaise presse, ça existe des incendies voilà, par des malveillants, des personnes jalouses qui ont eu des permis, des projets qui ont été arrêtés, et sinistres exogènes, par exemple, phénomène météo, la grêle en étant, on ne peut rien y faire, on a des unités qui ont eu une forte sinistralité. Également, ce qui amène à des litiges, c'est que les sinistres sont de plus en plus coûteux. Ici, des exemples de dommages matériels qui ont pu être pris en charge, et qui génèrent derrière des pertes d'exploitation, coût des gazomètres, un incendie par exemple dans une des cuves, il va y avoir un arrêt d'unité, des expertises qui peuvent durer assez longtemps, et pour l'instant, pendant cette période, les recettes s'arrêtent, et donc le montant de l'indemnisation et la réparation du préjudice peut être très importante, et bien plus importante que le coût de la réparation du dommage matériel, et ce sera l'un des exemples que je vais vous présenter, d'un dommage matériel qui n'est pas forcément significatif, mais qui est encore en cours d'ailleurs. Les agitateurs dans les digesteurs, ça c'était un sujet, pendant 2-3 ans, on a eu énormément de sujets, par exemple. Que faire en cas de sinistre? Et ça rejoint un petit peu, alors c'est très léger, mais c'est des éléments qui parfois sont bons de rappeler, c'est qu'il faut qu'il y ait un fait générateur. S'il ne s'est rien passé, enfin, si vous estimez qu'il y a un préjudice, mais qu'on ne peut pas l'évaluer, ça reste assez compliqué. Donc un fait générateur, il faut qu'il ait causé un dommage, que vous ayez un préjudice financier ou matériel, et qu'il y ait un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage. Ce qu'il est bon de fournir des éléments sur le sinistre, des photos, une circonstance sur les faits et les coordonnées si vous pensez, ou identité du tiers que vous pourriez présumer, qui serait présumé responsable en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il est responsable, mais au moins ça peut permettre de mettre en cause l'entreprise, et notamment sur ce qu'expliquait Benoît, sur la mise en cause des assureurs, et en fonction de comment sont assurées les entreprises, sur l'attestation d'assurance du dernier intervenant, ou si c'est par exemple consécutif à une opération de maintenance, ça permet déjà de faciliter un petit peu la recherche. Voilà. Les étapes clés d'un sinistre, je vais passer rapidement. Donc effectivement, il faut qu'il y ait une convocation expertise, que ça soit
Si vous êtes entreprise, ça se doit transmettre à votre assureur. Sinon, si vous êtes l'exploitant, c'est votre assureur qui convoquera expertise les différentes parties. Après, en fonction de la nature, si on est en phase chantier ou en exploitation, le formalisme est légèrement différent, mais la base est là. Voilà, il faut être présent lors des expertises, défendre vos intérêts. Encore une fois, peu importe votre casquette, c'est très important de pouvoir apporter des informations, des précisions du détail pour défendre vos intérêts avec l'expert de votre compagnie d'assurance, bien sûr. Et ne jamais signer de documents si vous n'êtes pas d'accord avec. Ça, c'est le b.a.-ba, mais on constate bien trop de fois que c'est pas suivi et qu'ensuite, il est très difficile de revenir en arrière et que les réparations ne doivent pas être faites sans accord de l'assureur, ou alors on doit conserver les preuves dans la mesure du possible. S'il n'y a plus de preuves, c'est trop facile de dire j'ai eu un préjudice, ça m'a coûté tant, merci de payer la facture, ça marche pas comme ça. Donc c'est vraiment très important d'être dans la discussion et de pas prendre de décisions hâtives, même si ils savent réagir vite en fonction des situations. Donc il faut échanger et pas faire des choses tout seul dans son coin. Et ça se passe parfois juste par téléphone avec un mail de confirmation, on arrive à obtenir des accords de prise en charge, des mesures exceptionnelles en suivi de sinistre, mais il faut pas faire les choses de son côté. Okay. Je vais vous parler deux cas de sinistre pour terminer, où il y a des litiges. Un qui s'est passé en phase chantier. Il y a un litige pour le coup qui est assez fort, mais entre la maîtrise d'ouvrage, certaines professions intellectuelles qui œuvrent sur le chantier et les entreprises de réalisation sur la conformité des pieux et des fondations de l'unité. Ça a été décelé assez tôt pendant le chantier. Il y a tout un tas le processus de gestion du sinistre est assez avancé. En tout cas, il y a des fortes mésententes entre les différents intervenants, une cause qui n'est pas forcément certaine. Il y a un préjudice, voilà, pour un coût de réparation en dommages matériels qui serait pas si important, mais du fait de la taille du projet qui génère de fortes pertes d'exploitation. C'est un sinistre qui a été ouvert il y a un peu plus de 18 mois. Donc, un dommage matériel qui a été identifié. Pour autant, on a du mal à déterminer l'origine, à chiffrer les travaux réparatoires. Pendant ce temps-là, le chantier est à l'arrêt. Les pertes d'exploitation courent. Donc, c'est des situations fortement litigieuses où côté maîtrise d'ouvrage, côté entreprise, il y a des échanges qui sont assez houleux. On a fait appel, par exemple, à un troisième expert, avant ça un expert d'assuré, pour mettre toutes les chances de notre côté et essayer de faire plier l'assureur pour lui dire qu'on n'était pas d'accord sur lui, la position qu'il peut avoir. Et peut-être qu'on assignera l'assureur. D'ailleurs, c'est l'un des éléments de Benoît. Ça se passe bien plus fréquemment qu'on peut le penser. On a des clients qui assignent leur assureur parce on n'est pas d'accord avec la position. Ça tend plus ou moins les relations, ou même si une assignation, l'échange reste cordial, même si c'est pas forcément très agréable pour personne, mais ça arrive bien plus fréquemment qu'on le pense. Et vous le voyez, les montants sont vite très importants, et là le terme litige est d'autant plus fort. Est-ce que ça... Et en phase d'exploitation, je vous parlais des axes de brasseurs, où il y a 2-3 ans, on a connu une vague de bris qui avait plusieurs origines, pardon. Première, c'est une mauvaise conception des machines ou du matériel pas adapté au marché français, et où, par exemple, un mauvais choix d'entrants. L'unité est conçue pour accueillir certains entrants. En fait, au bout d'1 ou 2 ans, la recette change, et pour autant, l'unité n'est pas conçue pour brasser, pour malaxer ces éléments-là. Les machines forcent et donc il y a du bris derrière. Dans ce cas de figure, on y a un axe qui a cassé. On s'est rendu compte, après moult expertises, que l'entreprise qui a réalisé les travaux et qui a installé le load process, c'était un contractant général, pour reprendre les propos de Benoît, donc un seul interlocuteur pour notre client. On s'est rendu compte qu'il a pas utilisé du matériel adéquat pour l'installation, et que ça a été en plus mal installé. Ce qui s'est passé, c'est que le coût des dommages, voilà, remplacement matériel, c'est estimé à 100 000 euros, mais le temps d'avoir des pièces, que l'origine soit déterminée, qu'on ait des pièces de rechange, la perte de marge brute, elle continue à chiffrer.
Le poste frais et pertes, par exemple, ça a été les honoraires des experts. Donc là, je vous laisse imaginer la situation dans laquelle est le propriétaire, l'exploitant de l'unité, et d'autant que l'entreprise qui était la titulaire du marché de travaux, enfin conception et exécution des travaux et de la maintenance, était en liquidation. Donc on allait chercher son assureur qui lui fait tout pour s'exonérer sur le principe de la base réclamation et de la garantie subséquente dont vous a parlé Benoît. Donc chronologiquement, on arrive presque au bout du processus, mais là, c'est un peu la loi de Murphy, quoi. Il se passe des choses et puis ça fait l'effet boule de neige et souvent ça dégénère. Plus on découvre de choses, plus ça dégénère, plus le coût du sinistre est impacté. Et donc l'enjeu autour de ce sinistre, on était finalement autour du million d'euros, comme vous pouvez le voir. L'assureur a versé un peu moins de 300 000 euros d'acompte lors de la survenance. Le maître d'ouvrage a pris à sa charge une partie des frais et a même réparé à titre préventif les autres bras. Il y en avait 5 sur cette unité, donc qui était assez importante. Il n'y a pas eu de litige avec l'assureur pour le coup, mais un litige avec l'assureur de l'entreprise qui était en liquidation, qui faisait l'objet d'une procédure judiciaire pour qu'il y ait une prise en charge au titre de la garantie subséquente, une réparation du préjudice. Et la particularité quand on vient puiser dans la garantie subséquente, c'est que on prend le dernier capital qui est assuré par l'assureur à l'entreprise, par exemple 5 millions d'euros, qui vient s'épuiser au fur et à mesure des sinistres. Dès que la poche est vide, la garantie subséquente n'est plus du tout délivrée par l'assureur. C'était un constructeur en l'occurrence qui a eu beaucoup de sinistres, qui a œuvré pendant 4-5 ans. Et donc il y a aussi le sujet d'être un peu les premiers arrivés, premiers servis pour venir taper dans cette poche de garantie. Voilà. Donc voilà, on arrive au bout de ce sinistre-là, mais c'est pas simple d'aller chercher l'assureur d'une entreprise qui est liquidée. Voilà. J'ai essayé d'être assez rapide, je suis désolé si je l'ai trop été, mais n'hésitez pas à poser des questions. Merci à tous. Merci Florian. Non, c'est parfait. On est dans les temps. On est un petit peu en retard, mais il n'y a pas de souci là-dessus. On va d'ores et déjà, mes collègues à côté de moi me disent qu'il y a un certain nombre de questions. Alors on a voilà. Le support sera transmis en fin de séance. Oui, absolument. En principe, le support sera publié sur le site du Club Biogaz. Donc ça, pour le coup, je peux y répondre. Il sera également envoyé, l'équipe communication me glisse dans l'oreillette que effectivement les supports seront envoyés par la suite. Ensuite, on a, merci de cette présentation de Sophie Guenier. Désolé si Benoît il a déjà répondu. Pouvez-vous m'indiquer si la présentation est filmée? Je ne pourrais pas l'être sous la pression. Oui. Dans ce cas, dans le cas des PV de constat, quelle est l'obligation des parties à répondre aux convocations? Et Maître Granger, donc Benoît a déjà répondu. Bonjour, il y aura une session de questions. Ah non. Alors Benoît, je pense que c'est pour vous. Donc, je répète la question. Dans le cas des PV de constat, quelle est l'obligation des parties à répondre aux convocations? Je pensais que j'avais répondu à cette question. Oui, alors, si c'est une convocation. C'est vous de toute façon de donner la réponse à l'oral, comme ça on partage les éléments avec l'ensemble de. Moi, j'avais fait le renvoyer à tous. Mais oui, s'il s'agit d'une convocation par un huissier, vous n'avez pas d'obligation en soi de répondre à la convocation, vous n'encourez pas d'amende ou quoi que ce soit. Par contre, si vous n'êtes pas là, de toute façon, le PV sera réputé établi à votre contradictoire. CQFD, vous n'encourez pas de sanctions civiles ou pénales, mais on vous encourage très fortement à y aller ou à vous manifester auprès de l'huissier en disant écoutez, ce jour-là, c'est absolument impossible, je vous demande de décaler. Merci Benoît. On va passer à la question suivante. Qu'en est-il des délais si la réception n'est pas contradictoirement prononcée?
Alors, là-dessus aussi, en effet, j'ai répondu, c'est dans ce cas-là, alors c'est relativement rare en méthanisation, mais ça arrive. C'est vrai qu'on n'est pas forcément le PV de réception, c'est plus pour les opérations assez anciennes. Dans ces cas-là, il faut réunir, pour savoir si l'ouvrage a bien été réceptionné, et le cas échéant à quelle date, c'est réunir les conditions de la réception tacite. Pour ça, une réception tacite, ça présuppose à minima deux conditions. Un, que les marchés aient été intégralement soldés. Et donc, quand je dis intégralement, ce n'est pas à 95%, c'est à 100%. Et l'autre, c'est qu'il y ait eu une prise de possession de l'ouvrage. Quand vous avez ces deux conditions, vous avez une présomption de réception tacite. Et la seule chose qui peut y faire échec, c'est en effet si le maître d'ouvrage a contesté la qualité des travaux. Merci. Je vois effectivement qu'il y a les réponses publiées. Encore une fois, n'hésitez pas aussi, Florian, à participer hein, si jamais vous souhaitez prendre la parole. Qu'en est-il des délais si la réception n'est pas… Alors ça, elle a déjà été donnée 2 fois. Bonjour, vous avez parlé d'un délai de recours de 2 ans contre les assureurs. À partir de quel moment court-il? Alors là, c'est assez simple, c'est, enfin, entre guillemets, c'est l'article L114-1 du Code des assurances. Et donc, c'est en effet un délai de 2 ans, c'est à compter de la connaissance du sinistre. Et une manière, entre guillemets, de le proroger, c'est que vous aurez un nouveau délai de 2 ans qui court si vous subissez, entre guillemets, une réclamation d'un tiers. Et que vous, dans ce cas-là, s'il y a une action en justice d'un tiers contre vous, vous assurez, vous avez à nouveau un délai de 2 ans pour agir contre votre assurance. Merci Benoît. Vous ne parlez pas de l'assurance dommage ouvrage du maître d'ouvrage. Je vois qu'il y a également une réponse que je vous invite à partager à l'oral. Oui, effectivement. J'en ai pas parlé, puisque s'agissant d'ouvrages qui ne sont pas soumis à l'obligation légale d'assurance, vous n'êtes pas confronté aux sanctions que vous pourriez rencontrer si vous étiez maître d'ouvrage pour ceux qui ne sont pas concernés, type une habitation, un logement, un bâtiment de bureau. Pour le coup, effectivement, vous êtes obligé d'y souscrire. Donc, pas de sanctions, pas d'obligation légale. Et il y a très peu d'assureurs qui se positionnent. Il y a un produit de la SMA BTP et un produit du GAN, Groupama, pardon, qui propose quelque chose, enfin une garantie de solidité pour le coup, pour les ouvrages de génie civil, mais qui est fastidieuse à mettre en place et pour laquelle la souscription est plus ou moins arrêtée chez ces assureurs. Voilà, dans certains cas, il coûte très cher et donc dans une logique de réduction, un peu d'optimisation des budgets, y compris quand il y a des propositions, c'est très rare qu'elles soient validées. Merci Florian. Alors là, on a une petite remarque de Xavier Passemard, GRDF, qui nous dit « Surpris d'entendre que la sinistralité augmente, rapporté au nombre de méthaniseurs en très forte croissance, le taux est a priori de plus en plus faible. Par contre, les sinistres sont certainement plus coûteux qu'anticipés. » Alors oui, il y a une sinistralité qui augmente, mais qui fluctue en fonction des vagues de mise en service des unités. Il y a eu une période pendant laquelle il y a eu très peu d'unités mises en service annuellement, enfin même s'il y a un flux soutenu, mais moins important que lors de certaines années. Et donc on retrouve les sinistres surviennent au bout de quelques années après la mise en service. Il y a des sinistres pendant les phases chantier, je vous ai parlé d'un, qui chiffre assez fort. Il y a également un allongement de la durée de certains sinistres avec des pertes d'exploitation qui sont de plus en plus importantes pour des dommages matériels qui sont assez faibles. C'est le cas dans d'autres activités type le solaire, beaucoup de problèmes sur les transformateurs. Et donc, une pièce est à l'arrêt, le temps de la faire remplacer, il y a des solutions qui peuvent être trouvées, la perte d'exploitation continue de tourner, donc ça faut augmenter. Et des sujets en fonction de maintenance, même si ça a tendance la filière s'est énormément professionnalisée, il y a moins de métal à ferme et des unités qui sont de plus en plus suivies avec des contrats de maintenance qui sont aussi suivis, mais c'est encore les résultats sont pas forcément très bons. Merci Florian. Une autre question de Éric Mongaudin qui a répondu déjà Benoît, mais je propose Benoît
qu'on fournisse la réponse à tout le monde à l'oral. Une méta ne pourrait-elle pas être qualifiée d'élément indissociable ou accessoire d'un élevage, par exemple, car elle traite les effluents du dit élevage et le fournit en énergie, cogénération, et donc in fine être soumis à l'obligation d'assurance décennale? Alors oui, non, c'est une très bonne question. Parce qu'en effet, si un ouvrage non soumis est l'accessoire d'un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance, voilà, il y a un phénomène de contagion, entre guillemets. Mais là, ça ne marche pas dans l'écrasante majorité des cas. Pourquoi? Parce que pour que ce cas de figure fonctionne, il faut que les deux ouvrages aient été construits en même temps. Donc, il vous faudrait que l'exploitation agricole et l'unité de méthanisation soient sorties de terre en même temps. Exactement. Et que l'unité de méthanisation soit la seule source, si on parle de cogé, la seule source d'alimentation du bâtiment d'élevage, qu'elle soit par exemple pas raccordée au réseau. C'est des cas voilà, assez rares. Mais la réflexion est pertinente. C'est une problématique qu'on retrouve dans d'autres domaines que connaît M. Malos, c'est par exemple sur les ombrières, où en effet, on va nous sortir ce type d'argumentation, mais qui ne fonctionne pas parce que les ombrières n'ont pas été construites en même temps que l'ouvrage auquel elles sont annexées. Et donc, la concomitance de la construction des deux éléments et l'autre critère dont tu as parlé, Florian, qui était le fait que l'installation, l'élevage soit fourni à 100% par la méthanisation. Est-ce que ce sont là les deux critères qui font que eh bien, la méthane ne peut pas être soumise à l'obligation d'assurance décennale, ou il y en a d'autres où ça fluctue en fonction de… Ou ce sont vraiment les deux critères qui empêchent? Ce sont deux articles distincts du Code civil, mais ce sont les deux principaux critères. Ce qu'il y a, c'est que le Code civil le Code civil vous donne le Code des assurances nous donne une liste des ouvrages qui, par principe, ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance. Donc, la fabrication et le stockage d'énergie en fait partie. Le seul moyen, si on poussait le raisonnement, ça serait qu'un juge tranche sur la nature et sur le régime auquel le régime qu'on pourrait aller rechercher, mais il faudrait aller jusqu'au tribunal et il y a des strates assez élevées, à mon avis. Oui. Ok, merci. J'en ai une autre question de Monsieur Félix Renaud. Bonjour, lorsque nous avons eu beaucoup de sinistres et assigné notre assureur, est-il facile de retrouver un nouvel assureur? Et merci pour cette présentation de qualité. Alors, si vous avez eu beaucoup de sinistres et que vous avez assigné votre assureur, la réponse, elle est plutôt non. En revanche, après, le travail à faire, c'est d'identifier pourquoi est-ce que vous avez eu beaucoup de sinistres et pourquoi est-ce que vous avez assigné votre assureur. Est-ce que vous étiez mécontent du service, des propositions d'indemnisation? Est-ce que ça, c'est la corollaire, c'est que vous avez eu qu'un sinistre en 3 ans et que l'assureur, il a encaissé 30 000 euros ou 40 000 euros et qu'il en a déjà déversé 200 ou 300, auquel cas, il y a une vraie inéquation et effectivement, trouver une solution sur le marché va être très compliqué. En tout cas, une solution avec du dommage et de la perte de recettes, la RC, pourquoi pas. C'est un cas par cas, mais oui, non, c'est pas facile de trouver un assureur, effectivement. Même si paiement des circonstances atténuantes, voilà, il y a un travail d'analyse et de présentation de ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là, mais c'est pas simple. Très bien. Merci Florian. Dans le dernier cas pratique, phase d'exploitation, quel est l'assureur qui a pris en charge à titre préventif la réparation des autres bas? Comment s'est terminé le litige avec l'assureur de l'entreprise en liquidation? Une question d'Alicia Barotte. Alors, je vous donnerai pas le nom d'assureur parce que voilà, je vous donne des exemples, mais c'est difficile de donner plus d'infos que ça soit précis. Mais en revanche, voilà, c'est l'assureur a versé un acompte qui a été utilisé par le propriétaire, l'exploitant, pour financer une partie des travaux de réparation en attendant de faire le recours.
l'exploitant a lui financé sur ses fonds propres. Alors la banque a suivi, mais pour réparer les 4 autres bras de l'installation, enfin pour les remplacer d'ailleurs, parce ils étaient pas adaptés au site. Et on a la toute fin du litige. On devrait arriver à avoir une somme de la part de l'assureur RC via la garantie subséquente, mais j'ai pas encore le montant. Merci. On a une question de Erwan Chandou. Le délai de 2 ans est un délai pour déclarer le litige ou pour le régler dans son intégralité? C'est un délai pour demander à son assureur de mettre en œuvre les garanties. Merci. L'assurance recours court-elle pendant toute la durée des recours, c'est-à-dire jusqu'à la décision de la Cour de cassation? Une question de Abdelila Kabouche. Alors, c'est même plus vicieux que ça, c'est que l'assurance recours, elle était, quand on va dire on y avait accès assez facilement, elle était souscrite dès lors qu'il y avait un recours. L'assureur, enfin, il y a 2 assureurs qui étaient positionnés sur ce marché, dont AXA, eh bien, ils ne souscrivaient le contrat. En tout cas, ils étudiaient en vue de souscrire uniquement s'il y avait un recours. Et la prime, dans le cas de figure où aucun recours n'était encore né, la prime d'assurance était moins chère et il y avait finalement un deuxième appel de cotisation qui était facturé s'il y avait un recours qui naissait. Et oui, et la garantie ensuite, effectivement, elle était, où l'indemnisation se faisait juste au jour de l'annulation purement permis de construire ou de l'autorisation. En cours de cassation ou à au-delà, effectivement, en fonction de jusqu'où va le projet. Merci. Bonjour, à partir de quel moment considérez-vous que l'installation appartient au maître d'ouvrage et pas au constructeur qui finit un chantier? Question de Erwan Toro. Oui, le transfert de propriété, il intervient à la signature des PV de réception, pas avant. Parfois, le cas où il y a en fonction de comment est construit le projet, c'est-à-dire s'il y a un allotissement ou s'il y a un contractant général vous avez finalement le maître d'ouvrage à un seul lot avec une seule entreprise, mais on peut observer des réceptions partielles, mais voilà, ça existe, mais c'est pas l'idéal. Et donc là, l'unité, le site appartient au maître d'ouvrage à la réception du dernier PV de réception ou du PV de réception unique si un seul intervient. Sinon, vous allez être propriétaire d'un bout d'unité pendant qu'il y a des travaux à côté. C'est un sacré bazar à gérer et en cas de sinistre, sur un des lots qui est pas encore réceptionné, qui va impacter un des lots qui a été réceptionné, voilà, là, on jongle. Ça, je pense que Benoît, vous l'avez peut-être déjà rencontré, mais c'est un beau bazar. Oui, je confirme. Hyper recommodé. On a une question de Xavier Labat. Sur un bris de machine reconnu sur un moteur de cogénération, l'expert ne prend en compte que le nombre restant d'heures avant la révision totale pour remboursement. Donc un moteur qui a 50 000 heures, l'expert ne prend en charge que 10 000 heures. Est-ce normal? Alors, est-ce normal, je suis en train de regarder le message, le nombre d'heures restant avant la révision totale. Ok. Il faudrait voir en fonction enfin, je ne sais pas, comme ça, je ne sais pas. Alors, en revanche, une chose qui est sûre, c'est que s'il y a un désaccord avec son assureur, normalement, la plupart des contrats, on fait en sorte de le prévoir. On peut avoir une garantie expert d'assuré pour contester et challenger la position de l'expert. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être, ou alors le prendre à votre charge, mais c'est quelque chose qui peut être fait et qui permet dans certains cas d'avoir un entre-deux. Et si vous n'êtes pas d'accord avec l'expert, ça peut permettre de débloquer la situation. Merci. Oui, je confirme, je suis d'accord, parce que là, il me faudrait plus de données pour pouvoir répondre, mais ça n'a pas l'air logique comme position de la part de l'expert judiciaire, mais en effet, faudrait que cette personne se fasse assister, en effet, pour contester l'analyse de l'expert judiciaire. Très bien. On passe aux dernières questions et ensuite je vous propose de
je propose d'envoyer vos questions directement peut-être à nos sachants. Proposez-vous des audits sur la couverture assurantielle d'une unité de méthanisation? Si oui, combien cela coûte-t-il? Une question de Guillaume Roturo. Oui, alors on le fait de deux manières. La première, c'est si l'unité est déjà assurée mais que vous voulez changer d'assureur, on fait un audit. La casquette Alexis Assurance et la casquette est hyper importante pour la suite de ma réponse. Euh, on fait un audit du contrat existant que vous avez, on regarde les points améliorés et ensuite il y a des auditeurs sur le marché et des cabinets de courtiers qui ont des filiales, des entités dédiées à de l'audit, de contrats d'assurance qui sont des structures indépendantes qui ne vont pas échanger avec leurs collègues on va dire avec une casquette assez commerciale pour pas qu'il y ait d'émission. Donc voilà, on ne le fait pas encore. C'est un sujet sur lequel on travaille. Je pourrais vous revenir d'ici peu avec des infos précises. Ok, merci. Nous sommes en procédure judiciaire contre notre constructeur. Que faudrait-il faire pour qu'il y ait plus d'experts judiciaires spécialistes de la méthanisation? Alors non, c'est deux questions différentes, pardon. La première n'est pas une question. Nous sommes en procédure judiciaire contre notre constructeur Félix Renault, il n'y a pas de question. Et une question de Xavier Passemar, que faudrait-il faire pour qu'il y ait plus d'experts judiciaires spécialistes de la méta? Vaste programme, mais il faudrait pour ça que, enfin, je donne mon avis et je laisse Florian rebondir derrière. Il faudrait qu'on ait des gens qui aient, c'est pas tellement une question d'âge, mais plutôt d'années d'expérience, mais il faudrait qu'il y ait des gens de la filière qui aient au moins 15 ans d'expérience et qui accepteraient de changer de casquette et de déposer un dossier auprès des cours d'appel pour changer d'activité et devenir expert judiciaire. Bon, pour le moment, il n'y en a pas de pléthore et je ne vous cache pas que de manière globale, oui, la qualité des experts judiciaires en matière de méthanisation, je la trouve assez moyenne. Voilà. Parce que soit on a souvent des ingénieurs avec une formation BET structure et donc ils sont un peu obsédés peut-être par le béton et ne comprennent pas très bien le process, ou à l'inverse, on va avoir des ingénieurs qui ont une meilleure connaissance, on va dire, des process, mais ne comprennent pas forcément le rôle des différents intervenants. Mais pour répondre à la question, il nous faudrait soit que des experts judiciaires déjà en place acquièrent une expérience à force d'avoir des dossiers en méthanisation, soit que des gens de la filière se dévouent pour, je ne sais pas, en fin de carrière, se dire, tiens, à 60 ans, je vais peut-être faire expert judiciaire. La formation à suivre n'est pas affreuse. Je ne sais pas ce qu'en pense Florian. Ouais, c'est fortement similaire, c'est qu'il y a peu de personnes qui ont l'expertise pour le faire. Et parmi ces personnes, je ne suis pas sûr que beaucoup soient prêtes à arrêter leur activité Oui. pour pouvoir c'est tout l'enjeu, se dévouer à la mission. Est-ce qu'il faudrait une réforme du statut d'expert judiciaire? Ça, c'est pas, enfin, vous maîtrisez le sujet juridique bien mieux que moi, et les arcanes, mais c'est peut-être une solution, mais en tout cas, c'est un peu figé, ou que les entreprises acceptent qu'il y ait une rupture conventionnelle ou qu'il y ait un statut qui puisse exister pour ce métier-là, mais il n'y a pas bien de solution miracle. Et c'est valable pour les autres énergies où on manque de personnes sachantes sur certains sujets ou d'autres types de sinistres. Merci. Et la dernière question, et ensuite on conclura, une question de Karen Rival. Auriez-vous une note sur cette non-obligation d'assurance de DO? Les banques nous demandent souvent de l'avoir, idem pour certains auditeurs, malgré le fait que nous leur avançons les arguments que vous évoquez. Nous avons l'impression que cela est surtout subordonné à l'appréciation de chacun. Bon. Alors non, j'ai pas de note. En revanche, quand le cas se présente pour nos clients, on leur fait un écrit un peu formel, soit sur un papier en tête, en mettant les arguments que je viens de vous donner, et en indiquant également, on fait c'est bête et méchant, mais on fait des mails aux différents assureurs. Est-ce que vous positionnez pour une dommage ouvrage pour ce projet de méthanisation?
on a des noms systématiques et puis on met quelques copies de mail voilà, au courrier. Bon, il y a une indisponibilité de marché. Vous n'allez pas inventer la garantie qui est pas proposée. Mais enfin, plutôt, enfin, objectivement, c'est plutôt rare qu'on observe des financeurs, je sais pas s'il y en a dans l'auditoire, mais qui imposent et qui soient un peu butés sur le sujet. Pardon, Florian, je vais couper, mais oui, effectivement, il y a beaucoup de banques autour de la table. Voilà. Moi, je pense que s'il y en a un qui veut peut-être mettre un petit mot, qu'on ait ce partage, mais en tout cas, on l'observe assez rarement sur des projets de méta, enfin, voire pas. Oui, s'il y a une banque autour de la table qui souhaite rebondir sur cette question, qu'elle n'hésite pas. En attendant, il est 16h38, donc je vous propose qu'on conclue. Je crois que Luc Budin, notre délégué général, voulait également ajouter un petit mot à l'oral. En tout cas, merci à nos deux intervenants, Benoît Granger et Florian Malos. Merci beaucoup pour ces présentations. Si vous avez des questions, je vous invite également à contacter Marie-Vonne Guidon qui s'occupe du label Calimeta. Je vous rappelle que ce genre de situation, sinistre et litige, un label d'excellence tel que Calimeta est là justement pour prévenir et empêcher de telles situations. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous informer sur ce label qui est quand même un sacré outil de prévention, même si effectivement le label n'exempte pas les unités et les producteurs de sinistres dus à X ou Y raison. Mais en tout cas, merci à toutes et à tous. Luc, est-ce que tu veux prendre la parole avant qu'on se déconnecte? Oui, juste si je peux interrompre une seconde par rapport à ce qu'a dit Raphaël. Oui. C'est que y a une personne qui a signalé un litige avec un constructeur. Donc, ce que je voulais dire, c'est un constructeur Calimeta, de ne pas hésiter à nous envoyer les plaintes puisqu'on envoie des alertes aux auditeurs Calimeta quand il y a des litiges ou des inquiétudes par rapport à certains bureaux d'études ou constructeurs labellisés. Voilà. Donc, contactez le secrétariat pour que ce problème soit remonté aux auditeurs. Merci beaucoup, Marie-Vonne. C'est bien noté. Effectivement, oui, l'espèce de registre de sinistralité, on sait que tu le tiens un jour et c'est comme ça que tu améliores le label. Donc, c'est un bon point à soulever. Je vois également que certaines personnes d'abord remercient nos intervenants et ensuite demandent les emails. Les emails vous seront partagés juste après le webinaire, donc ne vous inquiétez pas, vous recevrez vous retrouverez les emails dans la présentation. Luc, c'est à toi. Eh bien, déjà, je voulais remercier Benoît Granger, Florian Malos et Marie-Vonne Guidon pour les présentations, la clarté et l'éclairage qu'ils nous donnent. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et pour tous ceux qui voudraient avoir la suite, sachez qu'il y aura un autre webinaire qui va être organisé le 5 mai sur le créneau également de 15h, 16h30. Et là, on vous présentera l'impact économique des acteurs dans la chaîne de valeur biogaz. On a créé un baromètre qui nous a amené à vous interroger, vous qui êtes dans la filière, en tout cas un certain nombre d'acteurs, pour savoir quelles sont les tendances du marché. Et on a obtenu beaucoup d'informations qu'on vous partagera à l'occasion de ce webinaire. Donc le 5 mai, gardez-le dans votre agenda, 15h, 16h30. Merci beaucoup à tous les acteurs et bravo pour l'animation, Raphaël, et à bientôt. Merci à tous, au revoir, bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.